Voilà, donc on avait fait l'exercice 1. C'était en fait la classe vecteur qu'on avait définie par une référence vers un type entier, une référence de vecteur et une taille. Et là, on demande donc d'implémenter une structure de pile, une pile qui n'est pas dynamique. Comme je dis statique, ce n'est pas le modificateur statique, hein. Donc, je dis bien sous forme d'un vecteur. Voilà. Donc, implémenter la classe avec toutes les primitives de manipulation de la structure pile. Bon, on les a déjà vues en algorithmique. Là, il faut juste les écrire en orienté objet, en Java. Et puis, en fait, après, on demande d'écrire un programme qui va utiliser la classe pile, donc qui va créer une pile de n éléments et qui supprime après toutes les répétitions d'une valeur val donnée. Ça veut dire qu'on va garder une seule occurrence de la valeur val. Donc, les questions, elles sont classiques. Mais là, c'est juste pour voir comment répondre à cet exercice en orienté objet. Voilà. Bon, j'espère que vous avez réfléchi quand même un peu à l'exercice parce que là, on avait quand même un petit peu entamé en réflexion la séance passée. Et toujours, donc, il faut essayer de réfléchir au moins à 2 ou 3 exercices avant de rentrer en séance de TD, hein. Sinon, ça ne sert à rien de venir prendre les solutions. Voilà, donc on avait dit la dernière fois que la pile, on allait la définir donc avec les 2 attributs de la classe vecteur. Donc, vous vous rappelez, on a défini la classe vecteur. Voilà. Voilà. Donc, la classe vecteur, on a défini avec un attribut vect, référence de vecteur avec les 2 crochets vers int et une taille. Voilà. Et après, dans le constructeur, il fallait créer l'espace du vecteur. Donc, on avait mis vect égale new int de n en faisant passer n comme une taille et qu'on va affecter à l'attribut taille. Donc, ça va être à peu près la même chose, sauf que pour la pile, on va ajouter un autre attribut qui est le sommet. Voilà. Donc, regardez la classe pile. Classe pile, donc, je la définis avec une référence de vecteur que j'appelle T ici. Bon, j'aurais pu l'appeler vect. D'accord, T, avec les 2 crochets. Bon, j'avais dit que les 2 crochets, vous pouvez les mettre avant le nom ou bien après le nom du vecteur. Bon, int taille. Bon, ça va avoir une taille. Et int sommet. Le sommet, donc, il va m'indiquer à chaque fois en fait, la position de la dernière valeur qui a été introduite dans la pile. C'est le sommet de la pile. Et vous savez que pour la pile, la dernière valeur introduite va se trouver au sommet et ce sera la première valeur retirée. Donc, c'est la structure NIFO. Alors, dans le constructeur de la classe pile, donc le constructeur, il va s'appeler pile. Il va avoir, comme pour le vecteur, il va avoir donc un attribut, donc un paramètre pour la taille, int n. On va créer l'espace du vecteur, t égale new int de n. Et en fait, le n, c'est la taille. La taille, c'est le nombre d'éléments maximal. Taille égale n. Maintenant, les primitives de manipulation de la pile, vous vous rappelez, c'est init pile pour initialiser la pile, empiler pour ajouter un élément à la pile, dépiler pour supprimer, et pile vide pour vérifier si la pile est vide, pile pleine pour vérifier si la pile est pleine, et sommet pile pour retourner le sommet, la valeur qui se trouve au sommet de la pile. Donc là, c'est pour vous rappeler un petit peu, ces primitives
de la structure pile dans le cas de représentation statique ou représentation par un vecteur. Alors, vous vous rappelez init pile. Init pile, dans le cas où je représente par un vecteur, le sommet égale à moins 1. D'accord? Donc, cette primitive, elle est de type volt, elle ne fait rien que d'attribuer la valeur moins 1 au sommet. Quand la pile elle a la valeur moins 1, ça veut dire qu'elle est vide. Quand sommet égale à 0, ça veut dire qu'on a un premier élément qui se trouve à l'indice 0. Quand le sommet est égal à 1, ça veut dire qu'on a deux éléments. On a un élément à l'indice 0 et on a un élément à l'indice 1. Donc, quand je veux ajouter encore un autre élément, il va se trouver à l'indice 2. D'accord? Donc, c'est comme ça que je remplis ma pile dans le cas d'une représentation avec un vecteur. Alors, pour empiler une valeur, donc je la donne en entrée. Regardez, int x, empilé, donc la primitive empilée ou la méthode empilée, elle est de type void. Je donne en entrée donc x. Alors, pour empiler une valeur, je fais déplacer le sommet vers une case, la case suivante, c'est-à-dire je vais placer sur une case vide. Donc, je mets sommet égale sommet plus 1, ou alors sommet plus plus, et après, t de sommet égale à x. Bon, j'avance, donc avec mon sommet, j'avance sur une case vide, et sur cette case vide, je mets la valeur x. Donc, t de sommet égale à x. C'est comme ça que j'ajoute une valeur, un élément à ma pile. Donc, vous regardez les commentaires, je vous dis le sommet et l'indice du vecteur où se trouve la dernière valeur introduite qui sera la première retirée. OK? Écrivez-moi, s'il vous plaît, rapidement dans le chat, écrivez-moi la primitive dépilée ou la méthode dépilée. La méthode dépilée. Dépiler, c'est retirer la valeur qui se trouve au sommet de la pile et la retourner. Hein. C'est supprimer. En fait, supprimer et retourner la valeur. Vous avez entendu ma question? D'accord. Donc, vous m'écrivez rapidement la primitive dépilée ou la méthode dépilée. X égale T de soi. Non, non, donnez-moi le prototype déjà de la méthode dépilée. Le prototype. Le prototype et les deux instructions, ou la troisième instruction qui est à l'intérieur. Alors, int dépilé, oui. Donc, elle va retourner à int. Euh, alors, int dépilé, oui, OK. Après, je fais donc t, x égale t de sommet, sommet moins moins, et il faut retourner, je fais un return x. D'accord? Voilà, égale t de sommet. OK, OK, c'est correct. D'accord? Voilà. Donc, voilà, donc j'ai une réponse, int dépilé, d'accord? Donc dans x, je vais mettre le t de sommet, c'est-à-dire la valeur qui se trouve au sommet. Je vais décrémenter le sommet parce qu'en fait, je vais libérer cette case. Je suis libérée dans le sens libéré, mais je pourrais l'utiliser la prochaine fois pour un nouvel empilement. Et je retourne le x. Voilà. OK? Voilà. Donc là, je ne mets pas le x en paramètre. Pourquoi? Pourquoi je ne mets pas la méthode dépilée de type void et je fais sortir le x en paramètre? En paramètre de sortie, je veux dire. Hmm?
Sinon, il va pas changer, madame. La valeur, elle va changer juste dans la méthode. Mais pas vraiment, je te le dis. D'accord, parce que en fait, le passage, oui, le passage de paramètres, le passage de type primitif, les types simples, le passage dans les méthodes, il est par valeur. Et je ne peux pas faire sortir un résultat de type int dans les paramètres. Et c'est pour ça que je suis obligée de faire un return. D'accord? Et du coup, la méthode sera de type int. Voilà. Donc, ça, c'est un rappel, mais je l'avais déjà expliqué, hein. Voilà. Donc, voici ma méthode dépilée, int dépilé. Donc, int x égale t de sommet, sommet moins moins. Donc, je décrémente le sommet et je retourne x. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez répondu. Regardez juste le schéma. Regardez le schéma à droite. Donc, je vous dis, schématiquement, lorsqu'on crée un objet de type pile, on aura en mémoire quoi? Lorsque je fais pile P égale new pile de 10, par exemple. C'est comme ça que je vais créer un objet pile. Je vais faire pile P égale new pile de quelque chose, la taille. Je vais donner la taille, le nombre d'éléments. Okay. Alors, voilà ce que vous allez avoir en mémoire. Vous allez avoir une référence qui s'appelle P, d'accord? Mais cette référence P, elle va pointer vers un espace, d'accord? Un espace en fait structuré où vous allez avoir le sommet, vous allez avoir la taille et vous allez avoir la référence T vers l'espace vecteur, vers des cases du vecteur. Là, vous allez avoir 10 cases du vecteur. D'accord? Ok, bon, là, j'ai schématisé 4, mais vous allez avoir 10. C'est clair, il faut bien comprendre, hein. Donc, la structure, lorsque vous allez faire new pile de quelque chose, voilà ce que vous allez avoir. Une référence P qui va pointer vers tout l'espace qui contient le sommet, la taille, et la référence T qui va pointer vers l'espace réservé du vecteur. L'espace sera réservé parce que le constructeur de la classe pile, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le new du vecteur. D'accord? Il crée l'espace du vecteur. Bon, maintenant, sommet pile, je reviens en primitive. La primitive sommet pile, c'est retourner la valeur qui se trouve au sommet. Return T de sommet, tout simplement. Vérifier si la pile est vide, boolean pile vide. D'accord. Return sommet double égal moins 1. Ça veut dire là, c'est if sommet est double égal moins 1. Return true, else return false. Vous pouvez l'écrire avec le if else. La pile pleine, si le sommet arrive à taille moins 1, parce que là, on commence à 0, donc la dernière valeur que je vais introduire, elle sera à taille moins 1. Donc, si le sommet est égal à taille moins 1, on va retourner vrai, la pile est pleine, sinon on va retourner faux. Bon, c'est fin de la classe pile, hein. C'est pas fin de la classe vecteur, fin de la classe pile. Voilà, donc j'ai défini le type pile avec les primitives de manipulation, tout simplement. Est-ce que c'est clair pour cette partie? Est-ce qu'il y a des questions? C'est compris? Bon, maintenant la question 2, on va revoir la question 2 de l'exercice. Voilà la question 2. Écrire un programme qui crée une pile de n éléments et supprime toutes les répétitions d'une valeur val donnée. Ça veut dire que bon, on va d'abord construire la pile qui va contenir les n éléments. Ensuite, on va prendre une valeur val. On va nous donner une valeur val. On va chercher cette valeur val. Bon, la première occurrence de la valeur, on va la garder. Et les autres, donc les répétitions de la valeur, on va les supprimer. Voilà, donc, on garde un seul exemplaire de la valeur val. C'est ça, supprimer les répétitions.
je vous laisse le temps de regarder cette diapo. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, madame. Ah, d'accord. OK. Voilà, donc là, vous regardez la diapo. Oui. Voilà, donc sur cette diapo, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc on demande la taille de la pile, c'est-à-dire combien d'éléments on veut mettre dans cette pile. Hop. Là, donc, je lis la valeur n avec la méthode nextInt sur l'objet E qui est de type scanner. Donc, au préalable, j'ai créé un objet E de type scanner, donc new scanner de system.in, en ayant importé aussi la classe scanner du package java.util. Donc, je lis le n, après je crée l'objet de type pile. D'accord? Donc, pile P égale new pile de n. En paramètre, je vais donner la taille et tout l'espace sera créé. Pour le remplissage, bien sûr, le remplissage d'une pile, on a déjà vu, il faut utiliser la primitive empilée, la méthode empilée. D'accord? Donc, ça va être une boucle. À chaque fois, on demande une valeur qui va être lue à l'aide de l'objet scanner. Toujours, c'est des entiers dans e.nextInt. Le e.nextInt que je lis, je vais le faire passer en paramètre de la primitive empilée. Vous le voyez. Donc, et comment appeler la primitive empilée? Il faut l'appeler sur la référence d'objet de type pile. Donc, p.empilé de e.nextInt. En algorithmique, on avait l'habitude d'écrire empiler px. D'accord? Empiler x dans la pile p. D'accord? Là, en fait, l'appel, il est vraiment différent, bien que ça soit la même chose que l'on fait. L'appel, il est différent. J'appelle la méthode d'instance empilée sur une référence d'objet de type pile. Donc, p.empilé. Et en paramètre, je mets le x. Bon, là, j'aurais pu mettre x égale e.nextInt ou mettre p.empilé de x. Hein? Mais sinon, je peux mettre directement p.empilé de e.nextInt. Est-ce que c'est clair pour la création de l'objet pile et le remplissage? Est-ce que c'est clair? Vous me répondre, hein? Oui, c'est bon. Qui n'a pas compris? OK. Donc, cette primitive, quand je l'appelle, cette méthode empilée sur l'objet P, elle va faire quoi en fait? Elle va venir dans ce tableau-ci, vous regardez le schéma, elle va venir dans ce tableau-ci, elle va commencer à remplir les valeurs dans le tableau. Voilà. À chaque fois, donc, elle incrémente le sommet, elle incrémente la valeur du sommet. D'accord? Elle va incrémenter, elle va faire T de sommet égale le e.nextInt qu'on vient de lire, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la pile soit entièrement remplie. OK? Maintenant, essayez de réfléchir. On va lire une valeur val. Essayez de réfléchir comment supprimer les répétitions de val. Et écrivez la petite portion de programme. Supprimer les répétitions d'une valeur val. Bien sûr, on va lire la valeur val. Hein.
essayez de l'écrire comme ça en utilisant, bien sûr, en fait, les appels de méthode sur l'instance de l'objet, sur l'instance d'objet P. مدام le mais لازم عليه يكون موزع. On a oublié de faire P.initPil. Oui, juste après, s'il vous plaît, on va ajouter ça. Juste après le new pil de oui. Bon, vous faites bien de faire la remarque. Juste après la création de l'objet, on va faire P. Oui, je vais l'ajouter après. InitPil, comme ça. D'ailleurs, on le fait même, on fait initPil de P. Voilà. Donc, P.initPil avant le remplissage. Oui, très bien. Vous n'avez pas de réponse pour la suppression de val? Bon, donc regardez la diapo pour la suppression des répétitions de val. Bon, d'abord, là, on va utiliser, pour chercher déjà la valeur, en fait, pour supprimer, il faut dépiler. Il faut dépiler, empiler, dépiler, empiler. Et si c'est la valeur val, il faut la dépiler sans l'empiler. D'accord? Bien sûr, la première, on va la garder, mais les autres, on va les dépiler sans les empiler. C'est comme ça qu'il faut procéder. Et donc, si je dois dépiler, empiler et après remettre les éléments, je dois utiliser une pile R. Bon, je vais regarder ce qui est dans le chat. Oui, mais là, Dali, tu supprimes toutes les occurrences de val. Moi, je veux supprimer les répétitions. Donc, je veux quand même garder la première. Je veux garder une valeur val. Donc, ce que tu écris ici, tu supprimes toutes les occurrences de val. Tu ne gardes aucune val. D'accord? Là, moi, je veux garder une val et je supprime les répétitions. Il faut faire attention aux questions. D'accord? Donc, il y a un traitement déjà avant pour garder la première occurrence de val, ensuite supprimer les autres. C'est compris, Dali? D'accord, madame. OK. Donc, ici, je disais que je vais créer un objet R, new pile de N.
je vais initialiser la pile R, donc c'est une pile intermédiaire, R.init pile. Je vais demander la valeur val, donc je lis la valeur val égale E.nextInt, donc jusque-là c'est bon. Et là, donc, je vais dépiler les valeurs jusqu'à trouver la valeur val. D'accord? Parce qu'en fait, cette première valeur val, il faut que je la garde. D'accord? Donc, je vais dépiler les valeurs jusqu'à trouver la valeur val. Donc, while not p.pile vide, tant que la pile p n'est pas vide, x égale p.dépilé. Donc, je dépile dans x, et ce même x, je vais l'empiler dans R. Donc, je dépile de p dans x, et ce x, je vais l'empiler dans R. Donc, x égale p.dépilé et R point empilé de x. Si x égale à val, ça veut dire que j'ai trouvé la première occurrence de val. Si le x que je viens de dépiler, c'est val, je fais un break de je sors de cette boucle. Moi, en fait, l'idée de cette boucle, c'est trouver la première occurrence de val et la garder, d'accord, dans R. C'est ce que je fais. OK? Donc après, quand je sors de cette première boucle, si je sors avec une pile vide, ça veut dire que je ne suis pas sortie avec du break. D'accord? Si je sors avec une pile, non, mais ça ne veut rien dire. Il se peut que val soit à la fin. Non. Si je sors avec une pile vide et x différent de val. Si je sors avec une pile vide, il faut que j'ajoute une condition. Et x différent de val, je dirais aucune occurrence de val dans la pile. Sinon, donc, tant que la pile P n'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? La suite des valeurs, je vais dépiler, mais je vais empiler uniquement les valeurs qui sont différentes de val. Regardez ce que je fais dans cette boucle. Tant que notre P.pile vide, je fais x égale P.dépilé. Après, je regarde. Si x est différent de val, je l'empile. R.empilé de x. Est-ce que vous comprenez la logique de cette solution? Donc, la première boucle, while p.not vide, x égale p.dépilé, r.empilé de x. Si x égale à val, j'arrête. Bon, j'aurais ici gardé la première occurrence de val. Quand je sors de cette boucle, je regarde, bon, si je n'ai trouvé aucune occurrence, je dirais aucune occurrence. Et sinon, je vais passer dans le S et je vais continuer à dépiler les autres valeurs, mais dans cette boucle, je vais empiler uniquement les valeurs qui sont différentes de val. Donc, à chaque fois que je dépile un X, je vérifie si X est différent de val, je l'empile dans R, je le sauvegarde. Ça veut dire que là, je suis en train de supprimer les répétitions de val. Et à la fin, bien sûr, la boucle classique pour remettre les éléments de R dans P. Tant que R n'est pas vide, while not R.pile vide, P.empilé de R.dépilé. Est-ce que vous comprenez cette dernière écriture, P.empilé de R.dépilé? En fait, elle dit la dernière écriture, c'est quoi? P.empilé de R.dépilé, c'est tout simplement X égale R.dépilé. Et en fait, après, P.empilé de X. C'est tout. C'est équivalent à écrire x égale R.dépilé et P.empilé de X. Donc, le X, je peux l'écrire entre parenthèses, c'est le R.dépilé. Ça veut dire ce que je dépile de R, je vais l'empiler dans P. Et j'aurais pu faire la même chose, j'ai mis un commentaire pour ce que je dépile de P, je le mets dans R. Bon, vous écrivez comme ça vous arrange, hein, si vous ne préférez pas cette écriture, vous écrivez x égale R.dépilé et P.empilé de X.
Vous avez compris en fait, cette deuxième partie de l'exercice, c'est bon? Il faut juste remarquer que là, quand on appelle les méthodes, il faut faire attention. Le nom de la pile, il ne passe pas en paramètre. C'est l'objet sur lequel j'appelle la méthode. Donc, je n'écris pas dépiler de P. J'écris P.dépiler. Je n'écris pas pile vide de P, j'écris P.pile vide. D'accord? Bon, s'il y a des questions, vous les posez. Sinon, on va passer à notre exercice. مدام كانوا بيلي وما فيريفيوش إذا ما فتناش العطاي. Quelle taille? Non, non, tu ne peux pas dépasser la taille parce que tu as rempli, initialement, tu as rempli ta pile de n éléments. Tu n'as pas dépassé. D'accord? Tu as créé une pile de n éléments, tu as rempli n éléments au début. وي هذيك عن بالي مي شغل عرفتها دوخة. Et, mais regarde ce qu'on est en train de faire. On a créé une pile de n éléments, on a rempli n éléments, ou bien on est en train de supprimer des valeurs. On ne risque pas de dépasser. On ne risque pas de dépasser. On est en train de supprimer des valeurs. C'est clair? Maintenant, dans un autre cas où je risque de dépasser, il faut vérifier si la pile n'est pas pleine. Si je m'amuse à empiler, il faut empiler jusqu'à ce que la pile devienne pleine. Bon. Mais là, en fait, on ne risque pas d'avoir ce cas dans cet exercice. Oui, tu peux. Oui, oui. Il y a une question ici. Est-ce que je ne peux pas faire la condition x égale à val dans la condition du while? Donc, c'est l'esprit qui pose la question. Oui, tu peux. Tu peux écrire dans la première boucle, tu écris while not pile vide de P et x différent de val. D'accord? Tu dépiles et tu empiles. D'accord? Ça veut dire, après, tu vérifies est-ce que tu es sorti sur val. Et bon, bien sûr, après, il faut faire attention au traitement. Et sans mes piles, tu mets tant que P.pile vide, notre P.pile vide et P.sommet pile différent de val. Voilà. Oui, tu peux écrire autrement. Moi, j'ai utilisé le break à l'intérieur de la boucle. Donc, x devient égal à val. Mais même la suite, tu devrais changer un peu. Hein. Si tu mets la condition, tu devrais changer un peu la suite. Hein. Non, la condition, c'est juste pour dire, pour répondre, dire, il n'y a pas d'occurrence de val, c'est tout. Là, j'ai dit, je dois ajouter x différent de val. C'est juste pour la réponse, aucune occurrence de val pour afficher un message, je n'ai pas trouvé de val dans la pile, c'est tout. Bon, tu peux t'en passer aussi. Ok, donc bon, on va passer à un autre exercice. Voilà, donc vous lisez l'énoncé, c'est l'exercice 3 de la série 2 toujours. Donc, bon, la classe vecteur, en fait, la classe vecteur, la classe fil, c'est des types abstraits. Hein, d'accord. Là, je prends une entité
en fait, classe, il a un type qui est concret, un ouvrage, d'accord? Je peux prendre un produit, un ouvrage, ok? Donc là, c'est quand même concret comme exemple de classe. Donc l'ouvrage, il est décrit par une référence, un titre, un nom d'auteur, une année d'édition, etc. C'est quelque chose que je peux toucher, l'ouvrage. Un vecteur, c'est une structure de données abstraite. Un vecteur, une pile. Donc, je peux tout représenter par des objets, par des classes d'objets. Que ce soit quelque chose de concret ou d'abstrait. Donc là, c'est clair pour les attributs et les méthodes. On va juste écrire la classe. Voilà, donc je vous laisse le temps de regarder la réponse. Donc la référence, le titre et l'auteur, ils sont de type string. C'est des chaînes de caractères. L'année, elle est de type int. Donc là, j'ai respecté le principe d'encapsulation. J'ai déclaré les attributs avec le modificateur private. Donc, c'est des attributs qui ne sont visibles qu'à l'intérieur de la classe. Après, toutes les méthodes, je les ai déclarées publiques. Bon, là, j'aurais dû aussi déclarer la classe ouvrage public. Donc, je vais ajouter après, donc, public, classe ouvrage. Parce que, bon, on a vu en cours, si je mets des méthodes publiques alors que la classe n'est pas publique, ça ne sert à rien. Les méthodes ne seront pas visibles à l'extérieur du package. Il faut que la classe soit publique, il faut l'importer aussi dans un autre package, il faut l'importer pour pouvoir appeler les méthodes, pour pouvoir créer des objets de cette classe et appeler les méthodes qui sont publiques. D'accord? Donc, ça ne sert à rien d'avoir des méthodes publiques si la classe n'est pas publique. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois en cours. Voilà, donc ici,
Le constructeur, ouvrage, bon, j'ai mis deux constructeurs. J'ai mis un constructeur vide avec juste deux accolades et j'ai mis le constructeur avec les quatre paramètres. Là, j'ai utilisé la référence 10, 10.ref égale ref, 10.titre égale titre, hauteur égale AUT et année égale 1. Donc là, parce que le paramètre, il a le même nom que l'attribut, je suis obligé d'utiliser le 10 pour faire référence à l'attribut. La méthode saisir, bon, elle est simple, hein, c'est remplir les champs référence, titre, auteur et année. Donc, référence égale e.nextLine, parce que c'est des chaînes de caractères. Titre égale e.nextLine. Auteur égale e.nextLine. Et année égale e.nextInt. Donc là, c'est juste la saisie des... Voilà. Donc, c'est soit que j'utilise le constructeur ouvrage lorsque je vais créer un objet type ouvrage, soit que j'utilise le constructeur ouvrage sans paramètre, d'accord? Et après, j'appelle la méthode saisir pour remplir les champs, soit que j'utilise le constructeur ouvrage avec paramètres. Et dans ce cas, je n'aurai pas besoin d'utiliser la méthode saisir. Donc là, je mets tout, mais ça dépend. Est-ce que je vais utiliser la méthode ou je ne vais pas l'utiliser? Je ne vais pas en avoir besoin. Donc, afficher, je vais afficher la référence. Je mets une tabulation, le titre, l'auteur et l'année. Je vais les afficher sur une même ligne et je vais les séparer par une tabulation. Alors, get année, c'est pour retourner l'année. Donc là, j'aurais pu mettre le get référence, get titre, get auteur. Bon, c'est pas demandé et je ne vais pas les utiliser dans cet exercice. Maintenant, même si vous mettez le get pour les autres champs, c'est pas les autres attributs, c'est pas méchant, hein, d'accord. Qu'on les utilise ou pas, on peut ajouter un get, juste parce que en fait c'est un accès en lecture. Donc je mets ici que le get année est un accesseur en lecture. Donc on avait vu le get et le set pour les attributs qui sont privés. On envisage parfois de mettre un get, parfois de mettre un get et un set pour modifier l'attribut. Et si je veux garder l'attribut complètement caché à l'extérieur, je mets ni get ni set. Bon, c'est tout ce qu'il y a dans la classe ouvrage. Donc, la question suivante, qu'est-ce qu'on demande? On demande de stocker dans un vecteur la description de un ouvrage. D'accord, dans un vecteur T, on va stocker un ouvrage. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, ce qu'on a vu, c'est la structure vecteur d'objet. Vous vous rappelez, on a vu le vecteur d'objet. On avait même pris l'exemple du vecteur de points ou, je ne sais pas, vecteur de segment. OK, on avait déjà fait un exemple sur ça, le vecteur d'objet. Et après, en fait, une fois qu'on aura construit le vecteur d'objet, qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé d'afficher la description de tous les ouvrages qui sont édités entre deux années données, A1 et A2. Par exemple, tous les ouvrages qui sont édités entre 2000 et 2010. D'accord. Voilà. Donc, on donne deux années A1 et A2 et on va vérifier est-ce que l'ouvrage est édité entre l'année A1 et l'année A2. On va l'afficher. S'il n'est pas édité entre l'année A1 et l'année A2, donc il faut regarder l'année d'édition. Si elle n'est pas comprise entre A1 et A2, on passe. Si elle est comprise entre A1 et A2, on affiche la description de l'ouvrage. Donc, on va commencer par créer le vecteur d'ouvrage. Vous m'écrivez le début de ce code pour créer les ouvrages, le vecteur d'ouvrage et le remplir. Il faut travailler, c'est un TD, hein, pas le cours.
J'attends vos réponses, hein, le vecteur d'ouvrage. Et si vous pouvez répondre à la suite, les ouvrages édités entre 2 années A1 et A2, vous répondez, hein. C'est une question qui prend 3 minutes, pas plus. Réflexion et écriture. C'est toujours David qui répond, et les autres. Oui, donc le nombre d'ouvrages. Donc, je lis la solution de votre camarade, hein. Ouvrage V égale nu, ouvrage de N, oui, d'accord. Donc là, je crée le vecteur de référence, d'accord. Je n'ai pas encore créé les vecteurs d'ouvrage. Okay. Égale 0, I inférieur à V point length, oui. I plus V de I égale new ouvrage, oui. Donc là, j'utilise le constructeur par défaut, d'accord. En fait, le constructeur qui n'a pas de paramètres. Et après, je mets V de I point saisir. Donc là, je choisis d'appeler la méthode saisir pour saisir les champs de l'ouvrage. Oui, oui, c'est correct, très bien, oui, c'est correct. Voilà, donc on a une réponse de votre camarade. On crée le vecteur de référence, après on fait une boucle pour créer les ouvrages. Parce qu'en fait, quand je crée le vecteur de référence, je vais avoir des références à nul, N-U-L-L, nul. Après, il faut créer les ouvrages et les faire pointer par les références, et comme ça, je n'aurai pas nul dans le vecteur. Ça, je l'avais bien expliqué. Voilà. Donc, vous lisez la diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est pour la création du vecteur et le remplissage. En fait, la création du vecteur de référence et la création des objets ouvrages. Donc, là, vous remarquez dans la boucle, j'utilise un attribut length, L-E-G-T-H. L'attribut length, pour n'importe quel vecteur, il donne la taille de votre vecteur, hein. Donc, c'est comme si j'avais écrit I inférieur à N. V.length ou bien N, c'est la même chose. Et ce n'est pas une méthode, c'est un attribut, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas les parenthèses. Maintenant, il faudra parcourir ce vecteur, d'accord, le vecteur d'objet, ouvrage. Et pour chaque ouvrage où j'ai une année d'édition comprise entre A1 et A2, je vais faire V de I.affiche, le point affiché, oui. D'accord, je vais afficher la description de V de I.
Oui, oui, d'accord, c'est ça. C'est correct. D'accord. OK, donc voilà, la suite, quelle ligne? Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Égale new ouvrage de N, V de I égale new ouvrage. Oui, parce que là, tu crées un vecteur de référence, tu crées des classes de tableau. La première ligne, quand tu fais ouvrage V avec tes crochets égale new ouvrage de N. Là, tu vas créer un vecteur de référence, c'est des adresses, c'est un vecteur d'adresse. Tu comprends, Belaïdi? La première ligne. Tu crées un vecteur d'adresse de taille N. D'accord? Et dans chaque case de ce vecteur V, tu vas avoir nul. Tu vas avoir ça, une référence nulle. Tu vas avoir nul partout, comme ça. Ça, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois en cours, hein, quand on a fait les séances présentielles. Voilà. Tu vas avoir des nuls comme ça partout. OK? Après, avec la boucle, après, il faut créer les objets ouvrages, parce que quand tu as des nuls là, tu n'as pas créé encore les objets ouvrages. Tu vas créer juste les cases du vecteur, mais dans chaque case, tu vas avoir nul. Mais les cases du vecteur, là, on veut qu'elles pointent vers un objet ouvrage, avec une référence, un espace pour la référence, le titre, le nom d'auteur en fait, et l'année d'édition. D'accord? On veut que chaque objet, il ait les quatre champs. Pour que chaque objet ait les quatre champs, il faut faire un V de I égale new ouvrage. Quand je fais new ouvrage, il y a un espace qui est réservé à l'objet qui sera pointé par V de 0, ou V de 1, ou V de 2. Je vais créer l'espace pour chaque ouvrage. D'accord? Donc, un new ouvrage avec les parenthèses, tu crées l'espace. L'espace qui va contenir la référence, le titre, l'auteur et l'année. Après, tu fais V de I, point saisir. Quand tu fais V de I, point saisir, à l'intérieur des champs donc référence, titre, auteur et année, ce que tu saisis, ils vont passer dans l'espace que tu auras réservé parce que tu as fait le new ouvrage avec parenthèse. Est-ce que tu as compris? Donc, la première ligne, c'est pour créer un vecteur de référence mais qui sera complètement annulé. La deuxième ligne, tu mets dans la boucle, V de I égale new ouvrage, en appelant constructeur, tu vas créer un espace pour chaque ouvrage. Tu vas créer un espace pour V de 0, un autre espace pour V de 1, un autre espace pour V de 2, et ainsi de suite. OK? OK. Voilà, donc après, on va parcourir ce vecteur qu'on a rempli avec des descriptions d'ouvrages. Donc, dans V de 0, il y aura un ouvrage, va pointer vers un ouvrage, V de 1, il va pointer vers un autre ouvrage, V de 2, il va pointer vers un autre ouvrage, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on va parcourir et on va en fait essayer de trouver tous les ouvrages qui ont une année comprise entre A1 et A2. Bien sûr, il faut dire d'abord A1 et A2. Donc, A1 égale E.nextInt, A2 égale E.nextInt. D'accord. Et après, donc, j'affiche un message, les ouvrages édités entre A1 et A2. Donc, voilà. Il faut parcourir le vecteur. Donc, si pour chaque élément, on va vérifier si V de I.get année supérieure ou égale à A1 et V de I.get année inférieure ou égale à A2. Donc, l'année comprise entre A et A2. Là, j'utilise get année. Pourquoi? Parce que je ne peux pas écrire V de I.année. Je suis sortie de la classe. L'attribut année, il est privé. D'accord? Donc, il faut utiliser l'accesseur, le get année. D'accord? Voilà. Donc, si le V de I.get année est compris entre A1 et A2, qu'est-ce que je fais? J'affiche V de I.afficher. Et là, j'aurai affiché tous les ouvrages dont l'année d'édition est comprise entre A1 et A2. Voilà. Et fin de la classe programme. Donc, je ferme le main et je ferme la classe programme. Là, la remarque, je rappelle juste qu'on accède à un attribut à l'extérieur de sa classe via un accesseur. Donc, get en lecture pour respecter l'encapsulation. Voilà. C'est pour ça que j'ai utilisé le get année. Bon, l'utilisateur, il donne A2 inférieur à A1, on a dépassé, c'est bon.
C'est bon, ça c'est du niveau de première année, les vérifications, est-ce qu'il a donné A2 inférieur à A1, etc. Et ça, vous le faites en TP. Là, on se concentre maintenant sur en fait, tout ce qui est accessoire, tout ce qui est description de classe, conception de classe et ainsi de suite. Hein. Donc, là, c'est pas la peine d'encombrer le code avec A2 inférieur. Est-ce que A2 est inférieur à A1? Super. OK. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait dans l'exercice. Hein. Donc là, si j'écris V2i.année, ça sera une erreur. Hein. Je ne peux pas écrire V2i.année, j'écris V2i.getAnnée. Donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on a rappelé? On a rappelé le vecteur d'objet et on a rappelé en fait le principe d'encapsulation pour en fait les attributs qui sont déclarés privés. Et en général, on a dit, en règle générale, les attributs sont déclarés privés. OK? Bon, pour la suite, je préfère prendre l'exercice 1 de la série 3. Après, je vais revenir à l'exercice 4 de la série 2. En tout cas, il reste un seul exercice dans la série 2. Mais je préfère prendre l'exercice de la série 3. Voilà, donc ça a rapport avec les modificateurs et les niveaux de visibilité. Bon. Vous lisez l'énoncé, s'il vous plaît? Donc là, on va un petit peu revoir le modificateur statique. Pour cet exercice, c'est en fait ce que j'avais fait la dernière fois en cours, modificateur statique. D'accord, donc on avait dit que le modificateur statique, il est lié à la classe, il n'est pas lié à l'objet. Est-ce que je peux avoir comme statique? Je peux avoir un attribut statique. Je peux avoir une méthode statique. D'accord, je ne peux pas avoir une classe statique. Donc, c'est soit un attribut ou une méthode statique. L'attribut statique, donc on a dit que c'est un attribut qui est partagé par tous les objets de la classe. La méthode statique, on a dit que c'est une méthode qui va être appelée indépendamment d'une référence d'objet. Comment on appelle la méthode statique? Avec quoi j'appelle la méthode statique? Le nom de la classe. Voilà. Donc, comment on appelle une méthode statique? Voilà. Donc, on appelle un nom de la classe point le nom de la méthode. Et bien sûr, d'accord. C'est comme ça que j'appelle nom de la classe point le nom de la méthode. C'est comme maths
math.sqrt, par exemple, ce que j'avais donné comme exemple. Nom de la classe, point le nom de la méthode, math.pao, etc. OK. Et dans les méthodes statiques, on n'a pas le droit d'utiliser la référence this. On n'a pas le droit d'utiliser des attributs qui ne sont pas statiques. D'accord? On a dit, on n'a pas le droit d'appeler une méthode de la même classe qui n'est pas statique. Donc, la méthode statique, en général, elle ne travaille qu'avec tout ce qui est statique. Bon, à côté des méthodes ou des attributs statiques, quel est l'autre type de méthode ou d'attribut qu'on peut avoir? Vous avez compris ma question? J'ai dit à côté des méthodes statiques, des attributs statiques, l'autre type d'attributs et de méthodes, comment on les appelle? D'instance, voilà. C'est attribut ou méthode d'instance. Tout ce qui est attribut, méthode d'instance, donc ils sont liés à l'objet. D'accord. Les attributs et les méthodes d'instance ou méthodes d'instance sont liés aux objets. Ça veut dire que, en fait, c'est quelque chose qui s'applique sur un objet précis. D'accord. Et c'est ce qu'on a vu jusque-là. Hein. Lorsque je mets nom de l'objet point le nom de la méthode, ça veut dire que la méthode, c'est une méthode d'instance. Elle s'applique sur un objet précis. D'accord. Bon, maintenant, on revient à l'exercice. Là, on va travailler sur des méthodes statiques. Donc, quand vous dit écrivez une classe calcul, vous l'appelez calcul, votre classe, vous mettez 3 méthodes statiques à l'intérieur, une méthode factorielle, une méthode puissance et une méthode 122. Et toutes les 3, elles sont statiques. Écrivez-moi la méthode factorielle rapidement. La méthode factorielle rapidement. Une méthode statique factorielle. Dans le chat. Alors, c'est rapide la méthode factorielle, c'est très simple. Statique, int fact, int n, if n égale à 0, vecteur 1, s. Oui. Oui, tu l'écris de manière récursive. On peut l'écrire de manière récursive. Donc, j'ai une réponse de votre camarade. Si n égale à 0, n égale à 1, return 1, s return n fois fact de n moins 1. Donc, comme Java admet la récursivité avec une boucle de manière très simple aussi. OK. Sauf que là, parce que la fonction factorielle, elle augmente très vite. Donc, au lieu d'avoir un int, on met long.
d'accord, comme type de retour. Donc, on avance sur l'exercice. Voilà, regardez donc la méthode factorielle. D'accord, c'est une méthode statique. Donc, quand je veux définir une méthode statique, je fais précéder le type de retour du mot statique. D'accord, voici ma classe, public classe calcul. À l'intérieur, je ne vais mettre que des méthodes. Voilà, vous pouvez avoir, je fais une remarque, vous pouvez avoir des classes qui ne contiennent que des méthodes. Elles n'ont pas d'attributs. Hein. Okay, par exemple, cette classe. Mais vous ne pouvez pas avoir une classe qui contient que des attributs. Ça ne sert à rien. Bon. Donc, une classe qui contient que des méthodes, voilà, j'ai un exemple. OK? Donc, voilà, la méthode factorielle, elle est de type long, elle est statique. Si n égale 0, n égale à 1, return 1, s return n fois factoriel de n moins 1. Regardez la méthode puissance, qui calcule x à la puissance y en ayant x et y positifs. Je ne sais pas si c'est les deux qui sont positifs. Sont des entiers positifs, oui. Positif ou nul. Regardez la méthode puissance qui est elle-même statique. Elle retourne un float. Elle accepte en entrée x et y. Bon, j'ai mis float pour avoir aussi un espace, donc, une capacité plus grande pour les résultats. Voilà. C'est bon. Donc, pour la méthode puissance, if y égale à 0, je retourne 1. Sinon, bon, je calcule avec une boucle, je peux calculer i inférieur à y, p égale p fois x en ayant p égale à 1 au début, et je retourne p. D'accord. Donc, soit que je retourne h, soit que je fais le calcul. Donc, x fois x fois x, y fois, et je retourne p. D'accord. Bien sûr, cette méthode puissance, j'aurais pu l'écrire autrement. Comment? La méthode puissance, comment j'aurais pu l'écrire aussi? Répondez, répondez. J'ai l'impression de parler toute seule. Math pas, madame. Exactement, oui. Oui. Je peux utiliser la méthode qui est définie dans la classe math, math.po, et je donne comme paramètre x et y. D'accord. Voilà. C'est aussi une méthode statique, la méthode de la classe math. Donc, si je veux écrire autrement, voilà, une autre manière d'écrire la méthode puissance, return math.po xy. D'accord, tout simplement. On peut utiliser la méthode puissance de la classe math. D'accord, voilà. Maintenant, la dernière méthode, calculer la somme des n premières valeurs multiples de 2. Ça veut dire que je vais faire 0 plus 2 plus 4 plus, etc. Plus 2 fois n. Voilà, les n premières valeurs multiples 2 fois n moins 1. 2 fois n. Ok, bon, j'ai fait jusqu'à 2 fois n, bon, c'est pas grave. Ok,
Donc, c'est 0 plus 2 plus 4 plus 2 fois n. D'accord? C'est des valeurs multiples de 2, valeurs paires. Commencer à 1, voilà. Donc, c'est 2 plus 4, vous l'avez en plus 2 plus 4, etc. OK? Voilà. Alors, aussi, la méthode, elle est statique, elle va retourner un entier parce que la somme, elle évolue pas très vite. Hein. C'est pas comme la puissance, comme le factoriel, ça évolue très vite. La somme, elle reste quand même constante presque, je constante, mais elle n'augmente pas très vite. Donc, somme N2, je donne en paramètre le N, je récupère un entier, je fais une boucle pour I allant de 1 jusqu'à N, je fais S égale S plus 2 fois I. Donc, à chaque fois, c'est plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, etc., jusqu'à plus 2 fois N. Et à la fin, je retourne S. Vous voyez la classe comment elle est? Elle contient 3 méthodes statiques, la méthode puissance, la méthode somme N2 et la méthode factorielle. Bien sûr, chacune des méthodes, elle a un ou deux paramètres. La somme N2, elle va me calculer, elle a un paramètre N, elle va calculer la somme des valeurs paires jusqu'à 2 fois N. D'accord? La puissance, elle a deux paramètres, elle va calculer X à la puissance Y. Et le factoriel, il a un seul paramètre, le N, il va calculer le factoriel de N. Voilà, donc les 3 méthodes, elles sont statiques, elles ont des paramètres et elles retournent des résultats. C'est clair pour les 3 méthodes. Montrer donc une classe qui ne contient que des méthodes statiques. Réfléchissez à la question 2 et répondez-moi. J'attends votre réponse, je ne donne pas la réponse. Dites-moi comment je dois procéder pour répondre à la question 2. مادام نديرو ان كلاس فيها 3 اتريبي من بعد نديرو فيكتور تاع هذيك لا كلاس من بعد كل اتريبي نحطو سوا فاكتوريال سوا لا بويسونس سوا façon. Oui, donc là, qu'est-ce qu'on demande? On demande de créer un vecteur. D'accord, un vecteur déjà. Et on dit dans chaque élément du vecteur, dans chaque élément d'indice I, on va avoir le factoriel de I, la puissance 2 à la puissance I et les I valeurs multiples de 2. D'accord? Sa puissance de 2. Non, c'est I à la puissance 2. D'accord? Donc, en fait, par exemple, dans V2,0, dans V2,0, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir fact de 0, je dois avoir 0 à la puissance 2, et je dois avoir donc la somme des I valeurs multiples de 2, donc 0 en fait. Dans V2,1, je vais avoir fact de 1, je vais avoir 1 au carré, et je vais avoir la valeur 2, donc la somme des I valeurs multiples de 2, donc la valeur 2, d'accord, 2 fois 1. OK, et ainsi de suite. Donc, d'une manière générale, dans V2I, je vais avoir fact de I, et donc I au carré, et en fait la somme jusqu'à I au carré, jusqu'à 2 fois I, pardon, jusqu'à 2 fois I, d'accord. 2 plus 4 jusqu'à 2 fois I. Donc ça dépend de la valeur de I. Mais là, si je regarde ce vecteur, chaque élément, il est structuré, d'accord. Chaque élément du vecteur, il va contenir 3 champs.
Et on ne peut pas faire autrement. D'accord? Quand j'ai un élément structuré, il faut faire quoi? Quand j'ai un élément structuré en orienté objet, en Java, qu'est-ce qu'il faut faire? On crée une autre classe, madame. Une classe. Il faut créer une classe qui décrit cette structure. D'accord? Pour un élément structuré, il faut créer une classe déjà. Donc, créer une classe pour décrire un élément, c'est un type en fait, un élément structuré. D'accord? Ok. Donc, les trois attributs, il y aura trois attributs dans la classe. Je suis en train d'écrire dans le chat. Hein. Les trois attributs, je vais avoir donc langue, fact, d'accord? Je vais avoir float, un autre attribut que je vais appeler puissance, et je vais avoir int, un troisième attribut. Donc le premier, il est de type langue, le deuxième, il est de type puissance, de type float, et le troisième, il est de type int. Donc les attributs, voilà ce que vous allez avoir dans votre classe. D'accord? Une classe élément, d'accord, que vous allez créer. OK. Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette classe? Bon, on a mis des attributs, mais j'ai dit, il n'y a jamais une classe uniquement avec des attributs. Hein. Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette classe? Il faut se poser la question de quoi j'aurai besoin dans cette classe Constructeur. au moment de l'utilisation. Oui? Un constructeur avec, Oui, je vais mettre un constructeur. Comment? avec 3 paramètres. Oui, voilà, très bien. Comme ça va être les résultats de mes calculs. Les paramètres, c'est les résultats de mes calculs. Voilà. Constructeur avec 3 paramètres et aussi, quoi? Mis à part le constructeur. Une méthode qu'on a l'habitude d'avoir dans toutes les classes pratiquement. Affiche. Oui, parce que j'aurai besoin après, il faut vous dire, quand je construis mon vecteur de ces éléments structurés, après j'aurai besoin d'afficher. Pour afficher, je vais mettre une méthode affiche. D'accord? Donc, je vais mettre une méthode d'affichage. Comme ça, je vais l'appeler quand j'aurai besoin d'afficher les éléments de mon vecteur. Bon, pour l'instant, on n'a pas construit de vecteur. On est en train de réfléchir à la classe élément. La classe élément qui va contenir 3 attributs. Un attribut fact, un attribut puissance et un attribut somme. D'accord? Je vais leur donner les types qu'il faut. Un constructeur avec 3 paramètres qui va renseigner les 3 attributs et une méthode d'affichage. Au bas de la classe, on va l'utiliser pour créer le vecteur d'objet. Ça va être un vecteur d'objet élément. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? On nous demande un vecteur d'éléments structurés. On n'a pas le choix. Comme on n'a pas encore défini la structure, il faut la définir. Il faut définir la structure d'un élément. La structure d'un élément, elle va contenir 3 champs, 3 attributs. Et on a ajouté le nécessaire. On a ajouté le constructeur avec les paramètres et la méthode d'affichage. Donc, Hedi, c'est vraiment indépendamment de la classe calcul. D'accord? Au bas donc les champs des attributs fact, puis, etc., ça va être les résultats de calcul que je vais obtenir en appelant les méthodes statiques de la classe calcul. Il est bien l'exercice, il aurait fallu réfléchir un peu. Bon, vous retenez ces éléments en fait, ces indications et on va continuer après rapidement pendant 5 ou 10 minutes l'exercice. On va entamer le chapitre sur l'héritage. D'accord? Donc, je continuerai cet exercice. Je vais entamer le chapitre héritage. OK? Est-ce qu'il y a des questions avant d'arrêter la séance? Parce que vous allez avoir un cours après, je pense.
Répondez, répondez. Sinon, je vais faire l'appel. Parce qu'il me semble qu'il y a des gens qui se connectent et qui partent. Ils vadrouillent, je ne sais pas où. En plus, il y a un taux d'absentéisme flagrant. Hein. Je vais envoyer un message très sec là-dessus. Un taux d'absentéisme flagrant. C'était le Ramadan. On a dit, Malish, il y avait juste une séance avant les présentiels et une séance après. Mais maintenant, ça fait pas sérieux du tout. Ça fait pas sérieux. Et ne pensez pas que le module, il ne pensez pas que le module, il est si accessible que ça. Hein, d'accord. Soyez quand même prudents et soyez intelligents. Non, non, vous êtes là, vous n'avez pas à vous excuser. Vous vous excusez pourquoi? Pour les absents? Non. Les présents ne doivent pas s'excuser pour les absents, hein, bien sûr. Ça, c'est universel. OK? Voilà, donc Madame, on continue, machallah, à 13h. À 13h, on reprend avec une séance de cours. Donc, je continue Madame. avec la deuxième question.